Si je vous dis qu'il existe une entreprise cotée au CAC 40 qui a son siège à Limoges, qui a racheté 197 entreprises et qui illumine nos vies, vous voyez de qui je parle? Un indice, regardez bien les prises et les interrupteurs autour de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un géant français très discret qui a bâti son empire dans l'électricité. C'est une entreprise qui a réussi à gérer cette tension qui est au cœur du problème auquel font face toutes les entreprises. De la porcelaine au data center, voici l'histoire de Legrand. 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale s'achève, dans la région de Châteauroux, deux hommes nourrissent une ambition, racheter une entreprise pour écrire leur propre histoire. Ces deux hommes, c'est Jean Versperen et Édouard de Coster, deux beaux-frères issus de grandes familles industrielles du Nord qui ont fui vers le sud de la France lors de l'invasion allemande de 1940. Et là, ils rencontrent le dirigeant de l'usine de porcelaine Legrand qui, ça tombe bien, recherche de nouveaux associés. Créée en 1865 sur les bords de la Vienne, cette manufacture de porcelaine s'est peu à peu tournée vers les isolants électriques. Avec le développement de l'électrification des maisons, de l'habitat, il y a eu cette opportunité de créer des interrupteurs, des appareillages électriques en céramique de porcelaine, parce que la céramique de porcelaine est un isolant naturel. Pascal Boët est directeur d'un master de l'EMLV, une école de commerce. Et par conséquent, il y a l'opportunité pour Legrand, au moment où ce marché était en train de naître et de se développer, de développer ce type de produit avec son savoir-faire de base. Dès les premiers mois d'après-guerre, les ateliers de Limoges redémarrent à fond avec une petite révolution. La porcelaine de table côtoie désormais les premières pièces en plastique. Tout semble sourire aux nouveaux associés, les ateliers s'étendent, les effectifs doublent, mais en août 1949, un incendie ravage l'usine. Le soir même, Versperen et de Coster tranchent, la porcelaine de table, c'est fini. Alors on pense souvent que la destinée d'une entreprise dépend entièrement des décisions des dirigeants. Mais il n'y a pas que ça, il y a deux autres facteurs. Jérôme Barthélémy est professeur de stratégie et de management à l'ESSEC. Le premier, c'est finalement le hasard. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle l'inévitabilité. Ce qui a fait que Legrand a décidé de passer de la porcelaine à l'appareillage électrique. C'est une tendance de fond, l'électrification dans les foyers, avec un marché qui avait plus de potentiel que la porcelaine, où finalement la plupart des familles françaises avaient déjà tout ce qu'il leur fallait. En quelques années, l'électrique basse tension, qui sert généralement à alimenter nos appartements et les petites industries, devient le cœur du métier chez Legrand. Et ce cœur bat au rythme de la R&D. Legrand dépose brevet sur brevet, notamment avec la gamme Mosaïque 45, des prises et des interrupteurs standardisés, pratiques et hyper modulables. En 1968, le groupe atteint 100 millions de francs de chiffre d'affaires et 6 ans plus tard, en 1974, il en réalise 432 millions, détenant alors près de 45% du marché français de l'appareillage électrique. Vous l'aurez compris, l'innovation, c'est l'une des deux jambes de la stratégie Legrand. Et la seconde ? Eh bien, c'est sa politique d'acquisition internationale amorcée dès 1966 qui fait passer Legrand du statut de champion national à celui d'acteur mondial. Legrand a une nouvelle ambition, devenir international. Sauf que l'électricité, c'est pas universel. Et si vous êtes déjà allé de l'autre côté de la Manche, vous voyez très bien de quoi je parle. Chaque pays a ses prises, ses normes, ses réglementations. Et face à tout ce bazar, Legrand réalise une chose, exporter ne suffira pas. Pour devenir un acteur international, il faut s'implanter directement dans chaque pays. Et plutôt que de tout construire brique par brique, Legrand opte pour une route bien plus efficace, la croissance par acquisition ciblée. En clair, l'idée c'est de grandir en allant acheter des entreprises choisies aux petits oignons qui complètent ce que fait déjà Legrand pour accélérer son développement. En 1966, Legrand franchit pour la première fois les frontières françaises avec l'ouverture de filiales en Belgique et en Italie. Legrand aligne les rachats partout en Europe et décroche en 1980 le titre de numéro 1 européen de l'appareillage électrique avec 14% du marché. Très vite, le groupe ne se contente plus de l'Europe. En 1977, Legrand s'installe pour la première fois hors d'Europe en acquérant Pial au Brésil avant d'entrer aux États-Unis avec Passen Seymour, le numéro 2 états-unien,
en 1984. Les acquisitions, c'est quelque chose de très difficile. Beaucoup d'entreprises se cassent les dents en rachetant d'autres entreprises. Mais c'est devenu un véritable métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont presque un savoir-faire de financier, pas seulement d'électriciens. Donc c'est des spécialistes des fusions et acquisitions aussi. Le groupe cible des entreprises solides, souvent leaders sur leur segment et dont le savoir-faire complète son offre existante. C'est dans cette logique que Legrand réalise en 1989 l'une de ses acquisitions les plus emblématiques, celle de Biticino. Abbiamo immaginato un futuro migliore. Ce leader italien du design et de l'appareillage haut de gamme était alors un concurrent important de Legrand, avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs et des filiales dans 11 pays. Bon, il n'y a pas beaucoup de détails sur la façon dont Legrand réussit à mettre la main sur Biticino, mais d'après un ancien cadre, les discussions ont été, je cite, ardues. Petit à petit, l'international devient la norme Legrand. 57% du chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger en 1991, contre seulement 5% 30 ans plus tôt. Pour autant, les années 1990 ne sont pas un long fleuve tranquille. Le marché français est en repli, Pial est en difficulté au Brésil et certains sites américains sont vieillissants. Et si Legrand continue d'investir, à l'aube du XXIe siècle, un nouveau souffle s'impose. L'an 2000. Le monde bascule dans un nouveau siècle. Internet s'invite partout et chez Legrand sonne l'heure du changement. Car Schneider Electric, un autre géant français de l'appareillage électrique, tente un mariage historique. Il propose une offre publique d'échange amicale à Legrand. L'idée d'une OPE, c'est d'acheter les actions d'une entreprise en échange de ses propres actions. Objectif, créer un champion incontesté de l'appareillage électrique. Et tout semble prêt, jusqu'à ce que Bruxelles tire le frein d'urgence. La Commission a décidé aujourd'hui à l'unanimité d'interdire la fusion entre Schneider et Legrand. L'entité fusionnée serait le plus grand producteur au monde pour ses produits et atteindrait dans son marché historique, la France, une position telle qu'elle lui permettrait d'en verrouiller l'accès. C'est en fait assez courant que la Commission bloque des projets de fusion. Rien qu'entre septembre 1999 et septembre 2001, elle en a rejeté pas moins de 7. Normalement, même si les entreprises ont un peu le seum, ça pose pas trop de problèmes, surtout quand les fusions ne sont pas encore lancées avant la bénédiction de Bruxelles. Vous voyez où je veux en venir ? Car oui, Schneider avait déjà racheté près de 98% du capital de Legrand depuis août 2001. Résultat, la commission oblige Schneider à se désengager et la seule solution, c'est de revendre. En 2003, Legrand passe donc dans les mains d'un consortium mené par Wendel Investment et Kikiar pour environ 3,63 milliards d'euros. Legrand quitte le CAC 40, que le groupe avait intégré dès sa création en 1988, et prépare son retour en force. Sous la direction de Gilles Schnepp, le nouveau PDG, le groupe accélère dans la domotique, modernise sa production et multiplie encore les acquisitions des États-Unis à la Chine en passant par le Brésil et la Russie. Année après année, l'entreprise bat des records de rentabilité. Même la crise de 2009 ne fait pas blanchir le groupe qui signe dès 2010 un résultat net en hausse de 44,3% à 418 millions d'euros. En décembre 2011, Gilles Schnepp peut enfin mettre le pire souvenir de sa carrière de côté. Legrand réintègre le CAC 40. Avec l'essor du cloud et de l'IA, un nouveau pilier apparaît, les data centers. Et c'est un terrain qui va comme un gant à Legrand, car dans ces grandes fermes de données, tout tourne autour de l'électricité. En 2017, les data centers représentent 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe, et 7 ans plus tard, ce chiffre est multiplié par 4 pour atteindre 1,2 milliard, soit 15% du chiffre d'affaires. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous réexpliquer comment ce chiffre a explosé. Encore des acquisitions ciblées. L'exemple le plus récent, c'est le rachat de Netrack, une entreprise indienne spécialisée dans les racks pour les data centers. En gros, c'est des armoires métalliques géantes qui abritent les serveurs. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique, la domotique et les data centers représentent plus d'un tiers du chiffre d'affaires de Legrand, avec l'ambition d'atteindre 50% à moyen terme. Mais comment, en 150 ans d'existence, Legrand parvient à trouver le bon filon à chaque fois ?
Il faut d'abord capter les tendances de marché. Donc Legrand a toujours surfé sur les grandes tendances autour de l'environnement, autour du numérique. Une fois qu'on a repéré ces tendances, il faut les compétences, il faut savoir en bénéficier, et c'est là, à ce niveau-là, que l'expertise de Legrand dans le domaine des acquisitions a pleinement joué son rôle. Ensuite, c'est une société qui est pragmatique. Vous ne racontez pas des histoires sur ce que fait votre interrupteur à un électricien qui est en train de l'installer. Ce sont des gens qui sont très concrets et en même temps suffisamment visionnaires pour être capables d'avoir cette anticipation sur quels sont les marchés porteurs à forte marge. Ce qui est le cas notamment de la domotique au moment où Legrand décide de s'y lancer, et ce qui est également le cas des data centers aujourd'hui. Un groupe certes pragmatique et visionnaire, mais qui a parfois eu tendance à jouer un petit peu avec les règles du marché. En 2022, Schneider Electric, Legrand et deux distributeurs, Sonepar et Rexel, se retrouvent dans le viseur de l'autorité de la concurrence qui les accuse de pratiques d'entente verticale pendant plusieurs années. Le 29 octobre 2024, une sanction record tombe. Legrand paie 43 millions d'euros, Schneider 207 millions et Rexel et Sonepar respectivement 124 et 96 millions. Depuis 1952, Legrand a racheté pas moins de 197 entreprises à travers le monde, des sociétés hyper diversifiées, mais qui ont toutes un point commun, l'électricité. Effectivement, ils pourraient avoir la tentation de se dire on va se diversifier dans le bâtiment par exemple, etc. Ce qu'ils ne font pas. Ils restent sur le marché de l'électricité. Mais c'est en même temps ce qui fait leur force. Et le groupe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et vise les 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030. Bref, l'objectif, c'est tout simplement de doubler les revenus en 5 ans. Et vous savez déjà comment le groupe Limougeot va atteindre cet objectif. En faisant des acquisitions, le rachat d'entreprise. J'ai pas d'autre idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez des interrupteurs Legrand chez vous. Et surtout, on espère qu'on a illuminé votre journée avec cette vidéo.